Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Madame, monsieur, c'est à vous. À la Germanie, auf Deutsch, willkommen. Hein? Merci, bonjour. Mais nous parlons français. Bienvenue, Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Est-ce qu'il peut y avoir encore actuellement dans les écoles des pédophiles cachés non identifiés ? Le risque zéro n'existant pas, oui, cela peut exister. En revanche, ce dont je peux aujourd'hui, ce que je peux vous assurer, c'est que nous adoptons les procédures nécessaires pour que, dès lors qu'un prédateur sexuel est avéré, reconnu comme tel par la justice, il soit écarté de l'enceinte scolaire. Oui, mais en attendant, est-ce que vous leur demandez d'avoir l'ultime courage de se signaler à leur administration, éventuellement de se dénoncer ? Pour se protéger, pour protéger les enfants. Il y a un travail en effet de gestion des ressources humaines à faire et je l'ai dit hier, c'est aussi la responsabilité de l'éducation nationale que de mieux suivre ses personnels, y compris avec une médecine du travail pour cela, pour faire en sorte que ceux qui se sentent en effet de parler, d'être aidés à temps, donc vous leur puissent demandez le de se faire. déclarer. Mais il ne faut pas non plus être naïf sur ces sujets. Vous ne croyez pas que du jour au lendemain, tous ceux qui ont de telles tendances vont se mettre à se dénoncer d'eux-mêmes. Et la vous l'avez dit hier c'est à à nos Grenoble, institutions vous l'avez dit d'être hier. le plus vigilante possible pour éviter que ne se reproduise ce qui s'est passé à Villefontaine, c'est-à-dire qu'un homme qui a été condamné pour des faits de prédation sexuelle ne soit pas connu comme tel par l'éducation nationale, qu'il l'a laissé exercer pendant des années durant. C'est insoutenable. Donc ces dysfonctionnements existent et sont nombreux. Qui doit faire son mea culpa ? Moi, je crois que l'État, dans son entièreté, a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé à Villefontaine. Parce que, d'une certaine façon, nous avons... C'est en l'occurrence la justice qui n'a pas transmis la condamnation de cet individu à l'éducation nationale. Donc les magistrats qui ont fauté de cette façon auront peut-être des sanctions. Mais c'est aussi l'éducation nationale, car je ne cherche pas à éluder notre part de responsabilité, qui doit faire en sorte de mieux connaître ses personnels pour repérer les signaux faibles et éviter ce genre de situation. C'est la raison pour laquelle, avec Christiane Taubira, nous avons décidé de réagir très vite. Une loi sera adoptée très vite puisqu'elle sera discutée dès le 1er juin prochain, adoptée avant l'été, qui obligera désormais les magistrats à transmettre à l'éducation nationale les condamnations. Mais vous dites que la loi sera prête et applicable à la prochaine rentrée de septembre. Dès la prochaine rentrée de septembre, en effet, et non seulement elle sera adoptée et entrera en vigueur, mais en plus, d'ici là, nous aurons travaillé sur toutes les procédures en finesse pour faire en sorte que les procédures d'alerte et de signalement soient connues de tous au sein de nos administrations respectives, qu'on sache qui est le référent, à qui doivent s'adresser les signalements. C'est-à-dire tout ce qui ne fonctionne pas jusqu'ici, tout ce qui n'a pas fonctionné. Notamment, mais est-ce que vous prévoyez des sanctions pour ceux qui se sont tus, pour tous les muets et leurs complices ? Alors, bonne question. Ce qu'il apparaît dans l'enquête qu'ont mené nos deux inspections, puisque Christiane Taubira et moi-même avons chargé l'inspection de l'éducation nationale et celle des services judiciaires de regarder en détail ce qui s'est passé dans l'affaire de Villefontaine et dans celle de Rennes. Ce qu'il apparaît, c'est qu'au sein de l'éducation nationale, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, il n'y a ni culture du secret, ni culture de la tolérance. Que personne n'a cherché à couvrir quoi que ce soit. Quand, en l'occurrence, dans l'affaire de Villefontaine, l'éducation nationale n'était informée de rien et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que ce monsieur était un pédophile. Désormais, ça ne sera plus possible. Désormais, ce ne sera plus possible parce qu'il y aura cette obligation légale faite aux magistrats de transmettre à l'éducation nationale les condamnations, mais aussi parce que nous enrichirons notre partenariat, par exemple en installant des référents justice dans l'éducation nationale, c'est-à-dire des monsieur ou madame justice qui, au sein de l'éducation nationale, seront parfaitement informés de ce qui se passe. Najat Vallaud-Belkacem, la grande préoccupation aujourd'hui, c'est la réforme du collège. Plus d'autonomie pour les chefs d'établissement, 4000 emplois créés, on ne va pas faire de confusion. Et il y a le deuxième aspect, c'est la refonte complète des programmes. Et il y a beaucoup d'hostilité. Est-ce que à cette refonte des programmes, vous adhérez, vous, personnellement, totalement ? Alors, oui, il faut qu'il y ait refonte des programmes. Et d'ailleurs, pour être plus mais est-ce précise, que vous adhérez au texte que nous avons lu attentivement. D'une phrase pour bien contextualiser. Pour être plus précis, ce sont les programmes de l'école primaire comme ceux du collège qui sont en effet révisés. Ils sont révisés à la demande principale d'ailleurs des enseignants eux-mêmes qui estimaient que les programmes actuels souffrent d'un manque de cohérence, sont parfois trop lourds. Ils n'en ont pas davantage. Bon, alors ce qui est préparé aujourd'hui, mais ce vous sont m'avez de pas nouveaux répondu. programmes. Est-ce que cette refonte, c'est la vôtre ?
ce qui est préparé aujourd'hui, ce sont de nouveaux programmes sous l'égide du Conseil supérieur des programmes, ça répond à votre question, qui est une instance indépendante, d'ailleurs prévue par la loi, qui est une instance composée à la fois d'experts, d'enseignants et de parlementaires. Oui, j'ai vu des retraités, des anciens instituteurs, des anciens profs de sciences nat. Des parlementaires d'ailleurs de gauche comme de droite. Les programmes actuels qui sont présentés dans la presse sont des projets. Ces projets vont faire l'objet d'une consultation de tous les enseignants de France. La consultation va commencer le 11 mai jusqu'au 12 juin. Donc ça veut dire que beaucoup de choses pourraient changer. Ah oui, des choses peuvent évoluer. Qu'est-ce que vous changeriez, vous, dans le texte que nous avons là sous les yeux ? Alors, par exemple, pour reprendre quelque chose qui a été beaucoup commenté, moi, je suis contre le jargon. Ouais. J'estime que les programmes, c'est fait pour être lisible par tous. On peut dire quelques exemples. Apprendre à nager dans une piscine, ça devient traverser l'eau en équilibre horizontal par immersion de la tête dans un milieu aquatique standardisé. Le ballon devient le référentiel bondissant. Faire des progrès en sport, c'est construire une continuité spatio-temporelle d'action. Je suis sûr que vous ne l'avez pas relu, que vous ne l'avez pas laissé passer, ça. Non, mais je viens de vous répondre. Comprenez, mais c'est important, merci de me donner l'occasion de préciser ce point. Ça n'est pas la ministre de l'Éducation nationale qui écrit ces projets de programme. On est bien d'accord. C'est donc une instance indépendante. Vous pouvez y souscrire ou vous projet qui est proposé. Vous pourrez prendre des distances. Et donc je prends des distances avec l'aspect jargonnant. En effet, pour une raison très simple, c'est que je pense que les parents notamment doivent comprendre ce qu'il est attendu de leurs enfants. Donc vous changeriez déjà. Et d'ailleurs, lorsque les nouveaux programmes seront prêts, l'absence de lisibilité. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Elkabbach, lorsque les nouveaux programmes seront prêts, je m'engage en particulier à les vulgariser et à faire en sorte qu'on puisse avoir une publication qui soit accessible, notamment aux parents, pour qu'ils comprennent, encore une fois, quelles sont les connaissances et les savoirs que l'école est censée transmettre à leurs enfants et suivre leur progression. On va prendre deux exemples dans la réforme des programmes qui ont déclenché de multiples pétitions d'éminentes signatures. D'ailleurs, pourquoi vous appelez un certain nombre de gens éminents des pseudo-intellectuels ? Parce que quand je lis Nora Finkielkraut, tous vos prédécesseurs, jusqu'à François Bayrou, Marcel Gauchet, Finkielkraut, Guénifé, Régis Debray, Marc Fumaroli, le Nobel Jules Hoffman. Qu'est-ce qu'un intellectuel à part entière pour vous ? Donc là, vous mettez dans un même sac des gens qui ne se sont pas exprimés sur les mêmes sujets. C'est déjà très important. De quoi parlais-je lorsque j'évoquais en effet des pseudo-intellectuels ? Vous le maintenez, vous le regrettez un peu. Non, je ne regrette jamais ce que je dis. J'ai parlé de ceux qui se sont exprimés au sujet, non pas des programmes, c'est deux choses différentes, mais de la réforme du collège en prétendant qu'elle s'apprêtait à supprimer le latin et l'allemand. Ce qui est parfaitement faux, je le redis ici. Et donc, je disais que ceux qui s'expriment sur ce sujet et qui cautionnent l'idée qu'on est en train de supprimer le latin et l'allemand ne font pas leur travail puisqu'ils ne sont pas allés vérifier la véracité de... Très bien. Moi, je vais prendre l'exemple du latin et de l'histoire. C'était deux disciplines, le latin et le grec. Ça devient deux thématiques des enseignements pratiques interdisciplinaires. Le latin et le grec perdent leur singularité d'enseignement. Et puis vous dites... C'est faux. Pardonnez-moi, Jean-Pierre Elkabbach, c'est faux. Non, mais vous dites, il y a des heures facultatives interdisciplinaires. C'est ça. Et ça veut dire que des profs d'anglais, de maths, etc., pourraient attribuer ou accorder une heure de latin, une heure de grec, selon leur volonté, à des profs qui le demanderaient. Cette réforme, elle devient une sorte de troc ou de marché des humanités. Non, pas du tout. Prenons le latin et le grec. D'abord, le latin et le grec, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui écrivent des tribunes à longueur de temps font comme si ça faisait partie des enseignements obligatoires auxquels ont accès tous les élèves. Non, 520 000. Voilà, savez-vous seulement que à peine 20% des collégiens font du latin et du grec aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec quel succès, à la fin du collège et quand ils arrivent au lycée, ils ne sont plus que 5%. Bon, dommage. Mais savez-vous seulement qu'ils sont si ça peu représente nombreux. Combien d'heures aujourd'hui par semaine ? Ça représente 3 heures en moyenne à partir de la 5e. 8 heures. Mais non, ça représente 3 heures. 8 heures au total, de la 5e à la 3e. Bon. J'ai lu. Donc, la question, c'est est-ce qu'on laisse cette situation perdurer où seuls 20% d'élèves ont accès à ce latin et ce grec qu'on trouve si formidable, ou est-ce qu'on fait comme ce que prévoit la réforme du collège, c'est-à-dire qu'on élargit à tous les collégiens la possibilité de faire du latin et du grec ? C'est ce qu'on fait, puisqu'on intègre dans la scolarité obligatoire et non pas dans les options le latin et le grec sous forme de ce qu'on appelle enseignement pratique interdisciplinaire. Qu'est-ce qu'un enseignement pratique interdisciplinaire ? C'est un enseignement qui a vocation en effet à faire découvrir une matière aux élèves en permettant à plusieurs disciplines de venir y apporter leur contribution.
s'agissant du latin et du grec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de ne faire que des déclinaisons du latin à proprement parler, on va faire de l'histoire de la civilisation antique. On ne peut pas entrer dans le détail. Parce mais si, c'est important le détail, sinon on ne parle pas venez un dimanche, on a 1 heure et à ce moment-là, on en parlera. Donc, je réaffirme ici, pardonnez-moi, je réaffirme ici que dans le collège 2016, tous les collégiens pourront avoir accès à la culture antique, à la civilisation antique et à la langue latine et grecque, parce que nous avons prévu les heures qu'il faut, qui sont exactement de la même quantité qu'aujourd'hui. On aurait pu parler de l'histoire. François Fillon vient de vous demander de suspendre, non pas la réforme du collège, mais la refonte des programmes. Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, qu'ils seront refondus. Non, je redis ici que les programmes, aujourd'hui, sont au stade de projet. C'est pour ça qu'il faut bien distinguer la réforme du collège, des structures du collège, des pratiques pédagogiques et les programmes. Les programmes, c'est un projet d'une instance indépendante qui s'appelle le Conseil supérieur des programmes, qui vont forcément bouger puisqu'ils vont être soumis à la consultation des enseignants, que j'imagine que tous les enseignants ne vont pas être d'accord entre eux, donc que tout cela va nous remonter et que je validerai à la fin. Sortiront de leur scolarité, ils soient capables, les jeunes, d'affronter le monde tel qu'il va être. Mais 2 choses. Hier, dans l'émission Mots croisés de France 2, Robert Ménard, le maire de Béziers, dit qu'il a 64,5% d'enfants de confession musulmane à Béziers. Il dit, en tant que maire, j'ai les noms, classe par classe, des enfants. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je le fais. Est-ce que c'est normal et est-ce qu'on le laisse faire ? Ben non, c'est pas normal, mais c'est d'une certaine façon le vrai visage du Front National qui remonte à la surface. Lui dit qu'il n'est pas Front National. Il dit qu'il n'est pas Front National. De l'extrême droite. On n'a pas dans l'Hexagone le droit de collecter les données démographiques fondées sur la forme ou l'origine ethnique. Vous le laissez faire ? Il faut regarder en effet si on peut l'empêcher de le faire. Moi, je découvre cette information, mais ce que je peux vous dire, c'est que au fond, entre la violence manifestée par le Front National, j'en reviens à lui, en ce 1er mai, on a vu la violence physique même, pas simplement les mots utilisés. Et puis cette affaire, je crois qu'une fois de plus, il ne faut pas se leurrer. Le Front National, l'extrême droite en France n'a pas changé. C'est autre chose. Dernière remarque, vous avez vu la page de Libération sur les journalistes femmes. Est-ce qu'on drague aussi les ministres femmes ? Encore ? Ou est-ce qu'on les fait souffrir comme à l'époque de Simone Veil ou d'Édith Cresson ? Quand vous êtes à l'Assemblée ? Écoutez, oui, j'ai vu cette page. Le sexisme aujourd'hui existe dans tous les secteurs de la vie publique comme de la vie privée. Les caissières souffrent de sexisme, les journalistes femmes souffrent de sexisme et les femmes politiques, oui, ça leur arrive aussi, oui. On le condamne. Je vous remercie, c'est déjà ça. Merci Najat Vallaud-Belkacem d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin.